Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Cette semaine, on va parler du puissant rebond qui est en train de se mettre en place sur les marchés américains notamment, qui n'est pas forcément présent sur l'intégralité des indices du marché européen. Donc on va en parler, on va voir si c'est du lard ou du cochon cette histoire de rebond. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour trader les opportunités? Parce que là, nos screeners, littéralement, ils sont en train de se gorger d'actions. Donc il y a des opportunités à saisir en ce moment, mais quel est le money management à adopter face à ce marché qui est sur le marché américain, c'est plutôt sympathique, positif. Sur le marché européen, c'est carrément l'hiver, le froid glacial. On va aussi parler du marché des cryptos sur le scénario le plus probable au cours des 2, 3, 4 prochaines semaines. Et enfin, un super trader mindset avec un cas pratique sur une requête de marché. Les requêtes de marché sont les opportunités de swing trade les plus pertinentes et les plus intéressantes quand on veut tout simplement spéculer de manière régulière sur les meilleures opportunités du marché. Donc ça, je vais vous détailler tout ça dans le trader mindset et vous faire un parallèle entre la bourse et certaines approches de ce qu'on va appeler le point focal. Vous allez voir, c'est vraiment de la psychologie collective. On attaque tout de suite. Allez, on est parti pour le trader mindset de cette semaine. Je vais vous présenter, pour illustrer ce trader mindset, je vais vous présenter un swing trade sur une requête de marché. Donc, restez attentifs, vous allez pouvoir lier mindset à technique directement sur un cas pratique. Donc, on va parler cette semaine du point focal qui est, à mon sens, une stratégie qui est surpuissante pour l'homme civilisé. Alors, pourquoi l'homme civilisé? Parce que l'homme civilisé se concerte pour bâtir des choses, pour faire des choses. C'est pas un homme qui vit tout seul dans une grotte, c'est un homme qui vit en société et qui a besoin de son entourage pour faire du commerce, pour construire des choses et mettre en application et donner vie à des idées qui sont disruptives, révolutionnaires et tout ce que vous voulez. Donc, en théorie des jeux, il y a un concept qui se nomme le point focal ou le point de Schilling. Imaginons que l'on soit tous perdus dans Paris. Donc on est des touristes, on vient d'arriver dans Paris, on ne connaît pas, voilà. On arrive sur Paris, on est des touristes. On n'a absolument aucun moyen de communication, donc on ne peut pas s'appeler, on ne peut pas s'envoyer texto, mais pourtant on doit absolument se retrouver. Alors les deux questions que nous pouvons nous poser vont être, quel est l'endroit le plus évident que tout le monde choisirait dans notre groupe pour se retrouver? Donc ça c'est la première question pour avoir un point focal géographique. Et la deuxième question, ça va être à quelle heure tout le monde choisirait de se rejoindre? Eh bien, croyez-le ou non, il y a de fortes chances pour que l'on se retrouve à l'entrée de la Tour Eiffel à midi pile poil. Donc, il s'agit ici, comme on l'a vu, d'un point focal géographique que tout le monde choisirait et d'un point focal temporel que tout touriste de passage sur Paris choisirait. En tout cas, si vous posez ce genre de problématique à une centaine de personnes, la majorité choisiront ces deux réponses. Eh bien, en théorie des jeux, le point focal permet à tous les joueurs de sortir gagnant d'une situation sans qu'il n'ait la possibilité de se concerter entre eux. Et c'est ça qui est vraiment important dans cette histoire de point focal, c'est-à-dire que l'on est capable de se mettre dans la tête de notre entourage, des camarades qui ont les mêmes référentiels d'éducation que nous, et d'en déduire quelle sera la meilleure réponse, sachant que eux vont avoir le même genre de réflexion que nous. Donc là, typiquement, il faut mettre son ego de côté. Comme d'habitude, on met toujours son ego de côté, ses goûts et ses exigences personnelles pour réfléchir avec empathie à une situation impliquant l'ego, les goûts et les exigences, mais collectives, pas personnelles. Donc ça implique de se poser la question, qu'est-ce que les autres vont répondre, sachant qu'ils se posent exactement cette même question. Donc lorsque l'on commence à analyser tous les problèmes de son quotidien avec le prisme de ce point focal, nos réponses et nos actes ne seront plus jamais les mêmes. Nos actes vont naturellement dériver vers un équilibre optimal en termes de théorie des jeux. Et nous sommes obligés d'accepter le point de vue des autres humains, même si nous le trouvons idiot, ce point de vue, on va être obligé de l'accepter et de l'incorporer dans notre équation comme une variable très importante pour agir dans le but qu'un maximum d'intervenants sortent grandis de cette équation, dont nous les premiers.
Et cela revient aussi à sacrifier son ego et ses pulsions de domination pour coller tout simplement, je vous le répète de semaine en semaine, mais pour coller à une réalité qui soit un petit peu plus authentique et qui soit propre à ce monde. Pas une réalité que l'on s'invente, une belle histoire que l'on s'invente. Donc quel est le parallèle avec la bourse? Eh bien en bourse, le point focal est représenté visuellement par un pivot sur les graphiques. Alors je vous trace toujours des lignes sur les graphiques, que ce soit sur l'or la semaine dernière, sur les indices chaque semaine pour vous donner des zones de polarité, sur les actions quand on a des belles opportunités qui sortent sur nos screeners, je vous explique qu'il y a une ligne qui est un pivot. Quand on casse ce pivot à la hausse et qu'il y a du volume, on appelle ça un breakout. Ça veut dire qu'il y a une guerre qui est en train d'être menée et qu'elle est en train d'être gagnée par les haussiers. Eh bien, ce pivot, c'est le point focal en bourse qui doit captiver toute notre attention. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une zone géographique, c'est le point focal géographique défini par une consolidation donc latérale des prix qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et sur laquelle des acheteurs et des vendeurs vont s'affronter avec une violence anormale quand les prix vont pénétrer dans cette zone focale, sur ce point pivot. Donc là, on a la focale géographique et la focale temporelle, c'est-à-dire la focale géographique, elle est déterminée par le pivot, et la focale temporelle, c'est quand les prix vont passer par ce pivot que la guerre va être menée par les acheteurs et par les vendeurs. Et donc, ce point pivot, cette focale, c'est une sorte de champ de bataille sur lequel tout le monde se donne rendez-vous pour élire un vainqueur. Donc, le camp gagnant, il va prendre un malin plaisir à exprimer toute sa dominance et sa vision par une puissante tendance des prix suite au passage de ce pivot. Donc, nous ne pouvons jamais savoir à l'avance qui va gagner. Quand les prix passent par ce niveau pivot, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc il faut attendre l'issue de la bataille. Alors pourquoi attendre l'issue de cette bataille si on sait qui a gagné? Eh bien tout simplement parce que le camp victorieux pourrait ne pas se contenter d'une simple grenadine pour festoyer, mais bien au contraire, il pourrait terminer cette fête en une potentielle orgie. Et c'est cette orgie sur laquelle on va spéculer, sur laquelle on va parier. Le spéculateur est littéralement à la recherche d'orgies collectives à répétition. Donc un spéculateur, lui, cherchera toujours à définir une tendance claire sur les indices boursiers, par exemple la hausse, puis seulement ensuite, il identifiera toutes les guerres qui viennent d'être gagnées par les haussiers, donc c'est-à-dire le dépassement à la hausse du pivot qui est validé par un breakout. Et enfin, il se contentera de parier sur la nature de la fête en espérant et en visant une orgie, c'est-à-dire une belle tendance, un bel accident positif de richesse qui se développe à la suite de ce breakout, à la suite de la victoire des haussiers sur cette zone focale, sur ce point pivot. Donc chercher les orgies là où il n'y a pas eu de guerre, c'est-à-dire là où il n'y a pas de point focal, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il est très très important d'identifier toujours ces zones de pivot suite à des consolidations. Et une fois que cette zone de pivot elle a été passée et qu'on a un indice clair sur qui a gagné la bataille, et là on peut juste spéculer sur le fait que l'orgie ça va plus être du champagne que de la grenadine ou du rhum que de l'eau. Là, voilà, on va spéculer juste sur la nature de l'orgie. Mais la bataille, elle a déjà eu lieu, elle a déjà été gagnée. Et ça, si vous voulez, en fait, le fait de se concentrer sur ces points, sur ce point focal, c'est extrêmement vital parce que pour repasser sur l'exemple que je vous ai donné sur les touristes à Paris qui se sont perdus, qui n'ont aucun moyen de communication et qui doivent se retrouver. Eh bien, ça revient un petit peu ne pas chercher ces points focaux en bourse. Ça revient à la même chose que de chercher à se retrouver dans Paris à 4h53 du matin dans une toute petite rue méconnue. Eh bien, si vous vous rendez à 4h53 du matin dans une rue que personne connaît, il y a très peu de chances pour que vous réussissiez et que vous rejoigniez votre groupe. Donc, ce n'est pas un bon point focal. Et en bourse, c'est pareil. Il y a énormément de situations qui se passent, il y a énormément de possibilités.
Tout comme dans Paris, il y a autant de rues et autant de minutes dans une journée qu'il y a de possibilités. Cependant, il y a un point focal, un ou deux points focaux qui vont être vraiment centraux et sur lesquels on a énormément de chances de voir des événements majeurs se produire. Et bien en bourse, c'est pareil. Si vous ne vous concentrez pas sur ces zones de pivot suite à des consolidations et sur lesquelles les haussiers ou les baissiers ont gagné, eh bien vous vous exposez à des résultats chaotiques qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Donc encore une fois, d'où l'importance en bourse de comprendre cette notion de point focal et surtout de parier sur un comportement collectif et non sur une croyance individuelle. Du style, moi je suis pas en forme aujourd'hui donc je pense qu'il n'y aura pas d'orgie ce soir. Non, non, non. Si tout le monde est en forme, c'est-à-dire si les indices sont bien orientés, par exemple à la hausse, s'il y a un point focal qui est identifié sur de nombreuses actions, ça c'est les screeners qui nous retournent ces actions avec tous ces points focaux et donc ces victoires des haussiers. Si on a les indices boursiers et plein d'actions avec des points focaux qui ont été cassés à la hausse, alors effectivement, il y a énormément de chances que des orgies aient bien lieu, même si nous on n'est pas prêt à faire l'orgie, même si nous on est fatigué. Ça dépend pas de nous, ça dépend vraiment du groupe, de la collectivité. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut savoir se dissocier de ses propres croyances, de ses propres goûts, de ses propres, ses propres sentiments et d'analyser de manière beaucoup plus froide et collective une situation. Donc, ce genre de situations, elles sont particulièrement amplifiées sur ce qu'on appelle les requêtes de marché. Donc pour faire une métaphore un peu barbare, une requête de marché, c'est une situation où vous avez des vikings alcooliques qui viennent de gagner une bataille. Donc si vous devez parier sur la nature de l'orgie, c'est-à-dire la grenadine ou le rhum, si vous avez des vikings alcooliques qui viennent de gagner une bataille, il y a de très fortes probabilités pour que ça se termine en orgie alcoolique, c'est-à-dire en un gros accident positif de richesse sur la tendance qui va se déployer suite au breakout haussier sur le pivot. Donc autrement dit, si vous pariez sur des orgies qui vont être tenues par des vikings alcooliques, il y a de fortes probabilités pour que effectivement ce soit des véritables orgies. Donc tout ça pour dire, je vais vous donner un exemple pratique d'une requête de marché, mais juste avant, je vous ai préparé une série de vidéos, des cas pratiques, des PDF, etc. sur une page qui va vous apprendre, cette page, vraiment passez du temps dessus, vous allez apprendre à détecter les requêtes de marché, quelles sont les situations, les contextes. Il y a plein de, comme je vous l'ai dit, c'est plein de vidéos pratiques qui vont vous permettre de profiter de ces requêtes, de les identifier et de pouvoir justement profiter des orgies que des vikings alcooliques sont en train de gagner actuellement. Et donc tout ça est sur le lien en descriptif de cette vidéo. Maintenant, je vais vous passer un petit cas pratique en direct qui est en train de se passer actuellement sur les marchés financiers avec des vikings qui sont en train de festoyer leur orgie sur une requête de marché. Alors déjà, qu'est-ce qu'une requête de marché? Une requête de marché, c'est une action qui s'extrait d'une très large base comme ceci. Vous voyez sur cette action qui s'appelle EZBG, c'est une large base qui a duré plus d'un an, voire 1 an et demi, 2 ans. Et on s'en est extrait ici pendant le mois de novembre et décembre de l'année 2018. Donc vous voyez ici, on a des forts volumes, c'est-à-dire on a une très forte activité avant même le breakout de la large base. Et ensuite, pendant le breakout de la large base, on a une très forte activité de la part des investisseurs qui s'intéressent à cette action. Donc, ce que l'on va attendre, nous, tout simplement, ça va être la première consolidation au-dessus de cette large base et on va essayer de trouver le point focal, donc le pivot. Donc, vous voyez le pivot de cette consolidation, il est ici autour de 12,2. Alors, je sais plus, c'est une action, je sais plus si c'est une action américaine ou une action européenne, mais voilà, on va dire que c'est une action européenne. Elle est à 12,2 €. Ça, c'est le pivot. Donc nous, ce que l'on veut voir, c'est que tout simplement, les Vikings gagnent cette bataille en cassant par le haut. Voilà, chose qui a lieu ici pendant la séance du 15 janvier, casse par le haut, donc ce pivot. Donc là, le point focal,
il est gagné par les Vikings. Pourquoi est-ce que c'est des Vikings et pas des enfants de cœur? Eh bien tout simplement parce qu'on a ce contexte, et ce genre de contexte de requête de marché, ce sont des contextes explosifs. Et quand vous avez une guerre qui est gagnée par les haussiers sur une première petite consolidation suite à une large base, eh bien le potentiel de hausse est extrême à court terme, moyen terme. Et voilà, c'est le genre de contexte qui livre à des grosses orgies sur ce genre d'opportunité. Donc tout simplement, quand vous avez ce genre de contexte, vous pouvez prendre position, vous pouvez placer un ordre à plage de déclenchement avant même que la guerre soit gagnée ici par le breakout, parce que le potentiel de décalage est tellement fort, le contexte est tellement fort qu'il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit les haussiers qui gagnent que les baissiers. Si vous voyez que les haussiers ont gagné et que vous n'êtes pas encore entré en position, c'est le moment idéal pour entrer en position. Et ensuite, tout ce que vous devez faire, c'est surfer la tendance en mode orgie. Donc là, vous le voyez, c'est un trade de requête, c'est un trade qui a été neutralisé, sur lequel des prises de bénéfices ont déjà été effectuées. Donc tout ça, je vous l'explique sur une page qui est en descriptif de cette vidéo. Vous allez trouver des PDF, des vidéos, et je vais vous expliquer tout ça avec beaucoup plus de détails, et vous allez pouvoir être capable de profiter de ce genre de requête de marché. On en trouve de manière aléatoire. Il y a des moments sur les marchés pendant lesquels il y en aura beaucoup plus que d'autres, mais vous le voyez, on en trouve de manière assez aléatoire sur les marchés. C'est-à-dire ça peut être en plein rebond de marché, comme c'est le cas, comme ça a été le cas pendant le mois de janvier. Vous voyez qu'on a une belle tendance ici. Probablement, ce n'est pas encore terminé sur cette action. Quoi qu'il en soit, voilà, les requêtes de marché, c'est vraiment des choses que l'on doit apprendre à identifier, que l'on doit mettre en place dans ses routines pour tout simplement lancer des screeners de requêtes de marché tous les soirs et de temps à autre trouver des magnifiques pépites, des magnifiques requêtes de marché comme c'était le cas ici. Et idéalement, ce genre de pépites, on doit les trouver quand les marchés sont vraiment haussiers, comme je vous l'ai dit dans le Trader Mindset, quand les marchés sont bien orientés et que le flux est vraiment acheteur. Quand vous trouvez ce genre de pépites, c'est littéralement explosif. Allez, on est parti pour l'analyse du marché des cryptos en hebdomadaire. Donc on va commencer par le Bitcoin contre l'euro. Donc vous le voyez, depuis le début du mois de décembre de l'année 2018, donc ça va faire 1, 2, 3 mois, on attaque le 3e grand mois, on est dans une consolidation qui prend la forme d'un triangle chartiste. Je vous rappelle que suite à la cassure à la hausse ou à la baisse de ce triangle, on pourra en déduire le sens du prochain mouvement d'ampleur sur le Bitcoin. Si on venait cassé à la hausse là en hebdomadaire, on aurait cette grosse barre rouge là qui est la résistance qui empêcherait, qui bloquerait probablement les prix de passer, en tout cas pour la première partie de l'année 2019. Donc si on casse par le haut ce triangle, il y a de fortes chances pour qu'on vienne trouver le point dur autour de la zone des 5000 et que l'on reprenne la tendance de fond qui est baissière depuis ce signal ici de la semaine du 12 novembre 2018. Je vous rappelle qu'on a eu cet énorme triangle chartiste cassé par le bas. Donc là, on est vraiment dans une vague d'ampleur, une vague baissière. On est sur l'hiver, on est dans un cycle hivernal sur le marché des cryptos. Et ça, c'est pas une analyse qui est propre au Bitcoin, c'est une analyse qui est propre à toutes les majeures, les cryptos les plus liquides. On a eu la phase d'été, la phase de prospérité pendant l'année 2016-2017. Là, forcément, il faut qu'il y ait une purge. Donc là, ce que l'on voit depuis plusieurs semaines, c'est simplement une pause au sein de la purge. Et le scénario le plus probable, c'est que tout simplement, une fois que ce triangle sera bien mature, arrivé à maturation, on aura une cassure par le bas et puis boum, on ira filer pour la fin, la purge finale. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté de l'IOS. Donc l'IOS, c'est le même genre de configuration. Je vous rappelle, signal baissier pendant la semaine de novembre 2018. Donc inversement du cycle. Là, on a une première consolidation qui prend la forme d'un triangle chartiste. Vous voyez que là, sur l'EOS, c'est un petit peu plus mature. Donc là, on va attendre tout simplement le sens de la cassure, soit par le haut. Si ça casse par le haut, on a une énorme résistance ici, soit par le bas. Et si on casse par le bas, eh bien là, c'est plutôt l'autoroute qui nous attend. On a
un premier support ici autour des 1,36, 1,38 et une autre zone de support autour des 0,50 sur l'IOS. Ensuite, l'Ethereum, même genre de configuration. L'Ethereum est lui ancré on a eu une très belle vague de baisse là depuis le début de l'année 2018. On a ce triangle chartiste depuis le début du mois de décembre qui est le même sur le Bitcoin et sur l'IOS. Donc là, l'analyse est la même, on est en train de consolider, les fluctuations sont en train de se rétrécir. Si on casse par le haut, voilà, boum, on a cette résistance qui est quand même majeure et qui va poser beaucoup de problèmes aux acheteurs. Et si on casse par le bas, et bien là, les vendeurs vont reprendre la main et on aura donc une nouvelle vague de baisse, une nouvelle vague de purge avec la zone des... Alors, hop, on va la mettre ici. Tac. Pour ceux qui me demandent, je suis sur Pro Real Time. Vous avez les données en fin de journée qui sont gratuites. Vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement si vous souhaitez juste les données en fin de journée. Donc voilà, on a deux zones de support, les 70 et la zone des 46, 45. Donc le marché des cryptos est toujours dans un état hivernal, il neige, il neige, il neige. Ce n'est pas le moment de prendre des positions à l'achat. Il va falloir attendre que le cycle se retourne, donc on passe par le printemps et que l'on attende l'été avant de reprendre des positions. Et là, pour le moment, on est en plein hiver. Alors, concernant les indices maintenant, on va commencer par le SP500, l'indice américain, donc encore une très belle semaine de hausse, vous le voyez sur cette barre là, cette barre hebdomadaire, plus 2,5% de hausse sur le SP500. Donc je vous ai mis à droite les conditions, les situations, le sentiment de marché en fonction des niveaux. Donc si on passe au-dessus des plus hauts historiques, on sera à nouveau dans une situation de bull market. Actuellement, entre la zone de l'ancien plus haut historique et la réintégration du range qui avait été cassé ici pendant le milieu du mois de décembre et qui a été réintégré ici après la première semaine du mois de janvier, on est dans une situation de range puisqu'on a réintégré le range, mais ce n'est pas un range qui est vraiment avéré. Ce n'est pas un range avéré. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de consolider et de casser par le haut au sein du range. Là, on est en train juste de remonter en ligne droite. Donc dans ces conditions-là, à partir du moment, comme je vous l'ai dit, on repasse en range, on lance les screeners pour trouver des opportunités, mais on reste ultra défensif puisque avant qu'un range soit avéré, il faut au moins que ça consolide dans la zone de range et qu'on casse par le haut. Donc là, on n'a toujours pas de consolidation. Donc c'est ce que je vous ai tracé ici dans ce carré vert. Il faut qu'on consolide et qu'après on prenne une direction par le haut ou par le bas. Donc si on consolide et qu'on casse par le bas, il y a de fortes probabilités qu'on réintègre la situation de bear market, c'est-à-dire celle où on évolue en dessous de la zone des 2600. Si on venait à casser le plus bas là, qui a été dessiné ici au fin décembre 2018, là on entrerait dans une situation de crack potentiel, c'est-à-dire que là si on passe en dessous de cette zone des 2350 points, là, ça va être très compliqué. Pour le moment, on en est loin. Pour le moment, on est en plein milieu du range, mais on n'est toujours pas avéré. Donc, je répète, avéré. Faut au moins qu'on consolide et qu'on casse par le haut. Donc actuellement, il y a des opportunités qui sont retournées sur nos screeners. Je n'en parle pas dans cette vidéo hebdomadaire avant que l'on soit dans un range avéré, qu'on ait au moins digéré là ce rebond, ce puissant rebond, parce que ça peut très bien être un rebond dans une première impulsion de bear market, de marché baissier. Donc avant que l'on soit fixé sur la nature de ce rebond, est-ce que c'est une vague de hausse au sein d'un nouveau cycle de baisse ou est-ce que c'est vraiment une vague de hausse qui nous fait réintégrer un range, voire un bull market? Pour le moment, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on arrive sur une première zone de résistance ici. Donc là, a priori, on ne devrait pas tarder à avoir notre fameuse consolidation. Ça peut aussi monter en ligne droite jusqu'aux anciens plus hauts historiques. Quoi qu'il en soit, dans les deux situations, il faut que l'on attende notre fameuse consolidation et le dénouement de cette consolidation. Donc pour où es-tu mon Nasdaq? Voilà, pour le Nasdaq, c'est exactement la même situation. Je vous ai mis à droite les contextes de marché dans lesquels on est en fonction des niveaux. Si on dépasse les plus hauts historiques, on est dans un bull market. Actuellement, on est dans une zone de range qui est non avérée. Encore une fois, consolidation
puis ensuite une impulsion haussière pour qu'on soit dans un range avéré. Si on casse par le bas, le range, la petite consolidation qu'on attend tant, on repart probablement en bear market. Si on casse le plus bas qui a été dessiné fin décembre, on rentre dans une situation de crack boursier potentiel. Je vous le rappelle, hein, là actuellement, il y a beaucoup de volatilité sur les marchés. On est en train d'inverser potentiellement l'énorme marché haussier qui s'est dessiné au cours des précédentes années. Donc cette première vague de baisse que l'on a vu se dessiner entre le milieu de l'année 2018 et le début de l'année 2019, on attend de voir ce que ça donne, parce que là, la hausse que l'on a vue, c'est peut-être simplement une hausse au sein dans un puissant nouveau bear market. Donc on va vraiment être attentif sur la consolidation et la cassure par le haut ou par le bas. Donc voilà, c'est tout pour le marché américain. C'est la meilleure boussole à mon sens de ce qui se passe actuellement en termes de sentiment de marché sur les bourses. Il y a des opportunités de swing trade là qui se sont dessinées depuis notamment la deuxième et la troisième semaine du mois de janvier. Là, nos screeners sont en train de se remplir. Il y a de plus en plus d'actions qui méritent attention. Donc si vous les prenez, je vous répète, mais tradez-les avec un money management ultra défensif. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe sur le marché européen. Avec le CAC 40, dividende brut réinvesti, même situation que sur les indices US. On a ce fameux range qui a été cassé puis réintégré. Donc là, on attend de voir si c'est du lard ou du cochon. On attend de voir ce qu'il en est de cette vague de hausse là. Est-ce que c'est un simple rebond au sein d'un puissant bear market ou pas? On le verra au cours des prochaines semaines. Je vous ai mis là aussi les niveaux en bull market si on évolue sur les niveaux plus hauts. Alors, entre la borne des 14 500 et la borne des 12 900 points, on est dans une zone de range. Si on recasse la zone des 12 800, 12 900, on est dans un bear market. Si on casse la zone des 12 000, on est dans un crack boursier potentiel. Le CAC petite et moyenne capitalisation, donc là il est en train de nous faire un premier creux, donc on attend de voir si le deuxième creux sera validé par une cassure à la hausse pour qu'on réintègre une situation de range. En tout cas sur cet indice on est toujours dans un bear market avec simplement là une consolidation qui est en train d'avoir lieu. Sur le DAX, l'indice allemand, c'est pareil. Depuis qu'on a quitté la zone de range ici pendant le mois d'octobre 2018, on est toujours dans un bear market, marché baissier. Là, simplement, on stabilise, on digère un petit peu la première vague de baisse qui s'est enclenchée début octobre 2018. Donc, pour qu'on se retrouve sur le DAX, l'indice allemand dans un range, il faut qu'on réintègre tout simplement le range, donc la zone des 12 850 points. Donc voilà, c'est tout pour le sentiment de marché. Les États-Unis nous donnent un petit peu d'espoir pour un revirement de situation pour l'année 2019. Quoi qu'il en soit, on n'a pas besoin d'anticiper sur les marchés. Il faut simplement analyser dans quel état de marché on est. Est-ce qu'on est dans un bull market, un range ou un bear market? Ça va simplement nous permettre de mettre en place une matrice de money management pour savoir si on est très défensif, si on est correct ou si on est carrément agressif. Là actuellement on doit être ultra défensif et les screeners nous servent à trouver les opportunités. Donc là la vague de hausse sur le SP500 et le Nasdaq nous permet de trouver des opportunités sur les marchés américains, mais le sentiment de marché nous impose d'être ultra défensif sur le money management qu'on va appliquer sur ces opportunités, tout simplement parce qu'elles ont une espérance de gain qui est beaucoup plus faible que quand on est dans un vrai range avéré sur le marché européen américain ou dans un vrai bull market avéré sur le marché américain et européen, chose qui n'est pas le cas actuellement, d'où la nécessité d'être très défensif sur son money management, même si on a des belles opportunités qui sont retournées sur nos screeners US notamment. Avant de nous quitter, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Ça vous redirige sur cette page de swing trading sur requête de marché. Je vous ai mis plein d'exemples de comment ça marche, comment on identifie nos requêtes, dans quel contexte de marché on va pouvoir les trader, les exemples de breakout, de sortie de position, les volumes. Je vous ai préparé aussi carrément 6 vidéos plus une vidéo consacrée à l'adaptation au marché des cryptos, de ces requêtes de marché. Vous allez voir comment reconnaître une requête de marché avec un potentiel
potentiel de 100% de hausse, réaliser des plus-values maximum, une plus-value maximale en un minimum de temps. Ça, c'est vraiment donné uniquement avec les requêtes de marché. C'est l'approche de spéculation la plus explosive à court terme. Comment est-ce qu'on trouve eh bien justement ces requêtes qui sont prêtes à exploser immédiatement après le screening du soir? Est-ce qu'il est possible de trouver des opportunités qui peuvent faire plus 140% de hausse en l'espace de 7 jours? Ça, sans utiliser donc d'effets de levier. Comment est-ce qu'on accompagne un mouvement de requêtes? Comment est-ce qu'on peut vendre et jouer la baisse sur les requêtes de marché? Donc voilà, tout ça vous est expliqué dans ces vidéos sur cette page. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai fait une super offre qui ne dure que 3 jours au moment où cette vidéo là que vous êtes en train de visionner est publiée. Donc c'est pour vous former, pour aller beaucoup plus loin sur les requêtes de marché avec moi. Donc c'est une offre qui est encore valable pendant 3 jours au moment où la vidéo est publiée. Certainement quand vous allez regarder la vidéo, l'offre ne sera valable plus que quelques heures. En tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, vous aurez votre réponse dans la journée. Je vous souhaite un excellent apprentissage sur les requêtes de marché. À bientôt.